Il y a quelque chose que les islamistes vous cachent à propos de l'islam, à propos d'un changement si important qui se produit de l'intérieur, qu'ils savent que si l'un d'entre nous le découvre, ce sera la fin. C'est pourquoi il y a une réaction, car nous ne cachons aucune information, contrairement à ces extrémistes terroristes djihadistes qui veulent contrôler notre monde. Et donc voici la bonne nouvelle. La fin de l'islamisation du monde pourrait en fait venir de l'intérieur, ce n'est pas nous, et cela commence avec l'Iran. Considérez maintenant l'Iran. La République islamique affirme que sa population est musulmane à 99,5%. L'État a été fondé sur la théocratie. La constitution est religieuse. Le système éducatif est religieux. Le code juridique est religieux. La vie publique est surveillée d'une manière ou d'une autre par l'autorité religieuse, ou du moins, c'est l'image officielle. Et pourtant, en juin 2024, le groupe d'analyse et de mesure des attitudes en Iran, connu sous le nom de Gaman, a interrogé 77 216 Iraniens à l'intérieur du pays, avec un échantillon pondéré pour représenter la population adulte alphabétisée. Les résultats étaient extraordinaires. Environ 70% des Iraniens s'opposent à la constitution de la République islamique. Seuls 20% souhaitaient y rester. Je t'avais dit qu'ils te mentent tes cas sur la vérité. Ils ont juste peur que des gens de l'intérieur qui voient réellement la vérité fassent quelque chose face à la folie de tout ça. Alors ils les réduisent au silence. Ils les réduisent au silence et ils les réduisent au silence. Mais cela ne sert à rien car heureusement certains pensent encore par eux-mêmes. 99% sont en faveur d'un système démocratique. 26% veulent spécifiquement une république laïque. 21% souhaitent une monarchie constitutionnelle. Puis-je juste dire que 26% qui veulent une république laïque, ça paraît un peu différent des chiffres qu'ils nous donnent, comme quoi 95% seraient tous pour ça. Écoutez, c'est une opération psychologique, on sait que c'en est une. Nous avons vu comment ils ont réussi à convaincre le monde occidental que l'islam ne cesse de croître encore et encore. Et c'est vrai, ne soyons pas stupides, c'est vrai. Mais en même temps, ils essaient aussi de maintenir ce récit pour semer la peur, pour nous garder dans la crainte, pour nous maintenir sur nos gardes. La seule façon pour eux d'y arriver est de cacher que des gens de l'intérieur veulent partir. Ils ne le veulent pas. Une minorité souhaite une structure fédérale décentralisant totalement le pouvoir loin de Téhéran, tout en soutenant les principes de la révolution de 1979 et le guide suprême. Mais voici ce qui est intéressant. On entend tous parler de l'Iran, mais ce n'est pas seulement en Iran, ça se passe partout. Mais je vais un peu trop vite. Revenons à la vidéo. Ceci est réalisé par Full of Nations, une nouvelle chaîne qui fait du bon travail. Allez les découvrir. Seulement 11% contre 18% en 2022, 40% des personnes interrogées ont déclaré que le changement de régime était une condition préalable à toute réforme significative. Encore une fois, le changement de régime, condition préalable à toute réforme significative. Dans ce pays qui a exporté son idéologie, formé des milices, construit le Hezbollah, financé le Hamas, soutenu Assad et prôné la gouvernance islamique, la population, à huis clos, est déjà passée à autre chose. Pas partiellement ni marginalement, mais de façon décisive. Le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, après la mort de Massa Amini en 2022, n'a pas seulement déclenché des manifestations. Il a précipité un rejet générationnel du régime théocratique, surtout chez les jeunes, les éduqués et les citadins. Des chercheurs ont constaté un phénomène en Iran lié à l'utilisation d'Internet, auquel les religieux n'avèrent pas de réponse. Des millions d'Iraniens utilisèrent des VPN comme Psyphon pour contourner les filtres de l'État, accédant non seulement à des divertissements occidentaux, mais aussi à de la littérature apostate. Ce qui est triste, c'est que la lutte contre l'intervention américaine en Iran est au cœur de l'islamisation de l'Amérique. Mais beaucoup ne le voient manque pas. Si vous êtes quelqu'un qui a peur de l'islamisation aux États-Unis, comme cela s'est produit ailleurs, alors vous soutenez que l'Amérique aide à faire tomber ce régime. Ces choses sont liées et le peuple iranien prie pour que les gens comprennent cela. Malheureusement, les opérations psychologiques en ligne de la République islamique d'Iran visant les Américains ont été si efficaces que la plupart ignorent même cela, ce qui est fou. Ils suivèrent des débats entre ex-musulmans et religieux sur YouTube et participaient à des chaînes Telegram en persan où les bases religieuses du régime étaient remises en cause régulièrement. La guerre de 12 jours en 2025 entre l'Iran et Israël a renforcé ce rejet. L'État a tenté de rassembler la population autour de la défense nationale. La population, sondage après sondage, refusait de confondre la défense du pays avec la défense du régime qui le dirige. Les données de Gaman ont été confirmées par de nombreuses enquêtes utilisant des VPN comme Psyphon, permettant aux Iraniens de contourner la censure d'État et de répondre honnêtement sans crainte de représailles. Des critiques ont remis en question la méthodologie des sondages de Gaman, suscitant de vrais débats. Mais la tendance générale, à savoir le désengagement des jeunes vis-à-vis de l'autorité cléricale, la chute de la fréquentation des mosquées et le mouvement apostate clandestin, la soif de laïcité visible d'une génération entière, est documentée par des journalistes indépendants, des chercheurs universitaires et même par les propres médias d'État iraniens lorsqu'ils sont pris au dépourvu.
La théocratie contrôle toujours les armes. Elle ne contrôle pas les esprits. Non, ce n'est pas le cas. Elle ne contrôle pas les esprits, et c'est pour cela qu'ils ont si peur. Ce qui se passe en Iran n'est pas isolé. Nous allons parler de l'Arabie saoudite, les amis. Je vous ai déjà dit que son histoire est encore plus folle car on l'a présenté comme un pays normal, comme si c'était l'un des nôtres. Mais non, ce n'est pas si simple. Nous y reviendrons après d'autres réactions. Je n'aime pas utiliser de produits sur ma peau car je veux juste me sentir propre, sans sensation collante ni peau obstruée. Je sais aussi que ne pas avoir de rituel visage est presque un crime. Mais maintenant que j'ai découvert OneSkin, je dois peut-être admettre que je me suis trompée depuis le début. Vous voyez, mais je ne suis pas encore vieille, mais dernièrement j'ai remarqué un changement sur ma peau, ce qui est un signe qu'il est temps de vieillir. Et franchement, c'est vraiment, vraiment pas sympa. Mais après avoir été beaucoup convaincue par mes amis, j'ai décidé d'essayer. Et oui, je suis maintenant une femme transformée. Je ne fais pas la promotion de choses auxquelles je ne fais pas confiance. Vous connaissez la chanson, mais sérieusement, regardez. Qu'en pensez-vous? Et ce n'est pas seulement mon expérience. OneSkin a plus de 10 000 avis 5 étoiles et ils sont maintenant un leader dans la longévité de la peau. Je dois vous avertir que contrairement à ce que l'Internet veut vous faire croire, vous n'avez pas vraiment besoin d'une routine compliquée pour avoir une plus belle peau. Fruit de plus de 10 ans de recherche, le peptide OSO1 de OneSkin cible les signes du vieillissement pour révéler une peau plus saine dès maintenant et avec l'âge. Pendant une durée limitée, essayez OneSkin avec 15% de réduction en utilisant le code MEIRA sur oneskin.co/oneskin.co MEIRA. C'est 15% de réduction oneskin.co avec le code MEIRA. Après votre achat, ils vous demanderont où vous avez entendu parler d'eux. Alors s'il vous plaît, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Vous pouvez aussi soutenir notre émission en vous abonnant, en partageant cette vidéo ou en la recommandant à un ami. Une annonce passionnante arrive sur l'extension de la contestation. Beaucoup d'entre vous ont demandé comment s'impliquer. La réponse arrive bientôt. Mais comme je l'ai dit, l'Arabie saoudite n'attend personne. Voyons ce qui se passe. L'Arabie saoudite, autrefois pilier de l'autorité religieuse sunnite, change. Sous les réformes Vision 2023 du prince héritier Mohammed Ben Salman, la police religieuse a été limitée, les cinémas ont rouvert et les festivals de musique attirent des milliers de personnes. Dans des enquêtes anonymes, des chercheurs estiment que 15 à 25% des jeunes saoudiens se disent discrètement non religieux, un chiffre impensable il y a 10 ans. Un rejet public de la création. C'est un chiffre incroyable, les amis. C'est un chiffre vraiment, 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 vraiment incroyable. Et c'est aussi un chiffre enthousiasmant. Il est à la fois risqué légalement et socialement dans le royaume, mais la tendance est claire. Dans le monde musulman, un phénomène inattendu par les religieux émerge. Nous avons déjà fait une vidéo sur l'impact majeur d'Internet qui permet aux gens de poser des questions autrefois impensables. Rappelez-vous, si vous faites partie de cette sorte de secte islamiste, on vous a dit que si vous posez la moindre question, si vous envisagez de partir ou même si vous doutez, alors vous êtes un infidèle et ils peuvent vous tuer, ce qui n'est pas très rassurant en général. Cela fait que les gens ont vraiment peur de poser des questions. Et où iriez-vous poser ces questions? Que feriez-vous? À qui pourriez-vous dire que vous doutez? Comment pourriez-vous trouver la moindre information? Vous ne pouvez pas parce que vous vous exposeriez. Cependant, Internet a permis aux gens de chercher des choses discrètement sans avoir de problème. Et cela s'est avéré être un vrai problème pour ces islamistes. Internet. Pendant 14 siècles, la transmission du savoir islamique était strictement contrôlée. Les érudits, les imams, les institutions d'État, les tabous sur l'apostasie. Dans 12 pays à majorité musulmane, quitter la foi peut encore légalement entraîner la peine de mort. Douter publiquement n'était pas seulement dangereux spirituellement, c'était aussi physiquement dangereux. Les communautés, familles et gouvernements imposèrent la même limite. On ne partait pas, on ne questionnait pas. Si on le faisait, c'était discrètement, seul et risqué. Les smartphones ont tout changé. L'islam affronte aujourd'hui en quelques décennies ce que le christianisme a vécu durant des siècles. Réforme, lumière, confrontation avec la raison et la science. Compressé, accéléré, mis au grand jour par une technologie qu'aucune autorité religieuse n'a conçue et qu'aucune ne peut totalement contrôler. L'Organisation des ex-musulmans d'Amérique du Nord, connue sous le nom de XMNA, a documenté en détail ce changement. Leurs données montrent que 78% des ex-musulmans ont eu leur premier doute dans les espaces numériques. Heureusement qu'Internet existe, c'est au moins un point positif. Le subreddit R ex-musulman compte désormais plus de 400 000 membres. Les contradictions des hadiths, critiques historiques, objections scientifiques, débats sur les droits des femmes, l'esclavage et l'apostasie sont désormais débattus ouvertement dans des lieux que nul gouvernement ne peut totalement censurer. L'enquête de l'ex-musulman révèle que 58% des répondants quittent principalement en raison de conflits avec les droits humains, notamment concernant les femmes et les personnes LGBTQ. 28% mentionnent des divergences avec la science. Derrière ces pourcentages, il y a une histoire. Une jeune femme à Téhéran lisant de la philosophie traduite sur son téléphone à 2 heures du matin. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas seulement d'histoires individuelles. Pensez à ce que cela signifie pour les frères et sœurs, pour les familles, pour les personnes qui observent, n'est-ce pas?
Lorsqu'une personne est prête à quitter quelque chose, de tout le monde autour regarde cela. Et même s'il peut y avoir beaucoup de haine, beaucoup de frustration et beaucoup de colère, il y a peut-être des personnes qui en sont témoins et qui se disent: Attends une seconde, s'ils ont eu le courage, peut-être que moi aussi j'ai ce courage. C'est un mouvement qui se propage. Quand personne n'est prêt à faire quelque chose, alors personne ne le fait. Mais quand une personne le fait, une autre personne gagne du courage, une autre personne gagne du courage, et cela grandit, grandit et grandit. Ce n'est que le début. Un étudiant de l'université du Caire a découvert un forum sur les religions comparées et n'a jamais retrouvé la certitude. Une adolescente de la diaspora à Berlin, Londres ou Toronto pose des questions sans réponse de ses parents et trouve en ligne des communautés qui valident et répondent à ses interrogations. Ce mécanisme ne requiert ni apostasie ouverte ni rupture publique. Un smartphone et un peu de curiosité suffisent. La sortie se fait souvent discrètement sur plusieurs mois, voire des années, avant que la famille ne réalise la fin de l'engagement religieux. Aux États-Unis, selon Pew Research, 24% des adultes ayant grandi dans l'islam n'y adhèrent plus et 23% des musulmans actuels sont des convertis. L'effet des changements religieux sur la croissance de la population musulmane est quasi nul. Des études indiquent que 50 à 70% des convertis américains abandonnent la foi après quelques années. C'est fou. Car partout en ligne, notamment sur TikTok, on voit combien de personnes se convertissent à l'islam. Mais vous ne voyez pas que près de 70% et peut-être même plus quittent la religion. Ils partent après avoir rejoint. Ils commencent, ils sont tout émerveillés, puis ils réalisent ce que nous savons ici depuis le début, et ensuite ils s'en vont. Cela signifie que l'idée de croissance par expansion ne fonctionne pas. Le soutien communautaire et les barrières culturelles, aspect totalement ignoré par le récit de la prise de contrôle. Le cadre considérait l'identité religieuse comme fixe, supposant qu'un musulman né en 2000 le resterait en 2030. Les projections démographiques supposaient une simple multiplication des populations actuelles. Ce cadre a sous-estimé l'impact de l'accès illimité à l'information sur les systèmes religieux stricts. Il a sous-estimé le fait que lorsque quelque chose est tout simplement terrible à vivre, certaines personnes pourraient finir par s'en rendre compte. Le monopole clérical sur la vérité n'a pas seulement été remis en question, il a été contourné. L'histoire démographique montre que l'islam est la religion majeure à la croissance la plus rapide. Le Pew Research a confirmé en juin 2025 que la population musulmane mondiale a augmenté de 21% entre 2010 et 2020, passant d'1,7 milliard à 2 milliards, soit le double du taux de croissance du reste du monde. Mais ce chiffre principal cache d'autres éléments. La croissance se concentre dans les régions à faible éducation féminine et forte fécondité, surtout en Afrique subsaharienne où la femme musulmane moyenne a 3,1 enfants. Quand les femmes de ces régions accèdent à l'éducation, à la contraception et à l'autonomie, la fécondité chute vers les moyennes nationales en 1 ou 2 générations. Ce schéma se répète de pays en pays. Le taux de fécondité iranien est sous le seuil de renouvellement. Tunisie et Turquie ont des normes proches de l'Europe. En Arabie saoudite, la femme moyenne a à peine 2 enfants. Le boom démographique islamique est temporaire, non une caractéristique permanente de la foi. En Europe et en Amérique du Nord, la hausse de la population musulmane provient surtout de la migration, et non de taux de natalité élevés chez les personnes issues de l'immigration de 2e et 3e génération. Pensez que lutter contre l'islamisation passe par aller en Afrique, éduquer les femmes et leur fournir des contraceptifs est insensé. C'est fou de voir à quel point tant de choses différentes influencent réellement le monde tel qu'on le voit, alors qu'on n'y pense même pas. On suppose souvent qu'il n'y a qu'une seule sorte de solution qui pourrait fonctionner, comme exposer les choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres petites choses qui pourraient arriver, qui aident vraiment le monde et qui, à long terme, aident aussi à gérer ce problème énorme. Pensez au fait que ce qu'il faut faire pour arrêter la croissance démographique, c'est d'éduquer les femmes. C'est comme une victoire. On fait d'une pierre deux coups. Le schéma se répète partout. Cela a été étudié, convergence, pas divergence, à la 3e génération. Les taux de fécondité des familles musulmanes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne sont proches de la moyenne nationale. Même au cœur de la région Asie-Pacifique, où vit en réalité la majorité des musulmans du monde, les taux de fécondité sont en baisse. L'Indonésie, le pays avec la plus grande population musulmane au monde. Permettez-moi d'être honnête, le taux de fécondité baisse, mais si 2 milliards de personnes s'identifient à quelque chose, c'est un problème. Même réduit de moitié, cela fait 1 milliard de personnes. Cela n'enlève rien au véritable problème auquel nous sommes confrontés, mais c'est un rappel important, un rappel du fait que nous avons souvent, nous aussi, cédé à leur bataille des récits. Ils nous ont convaincus qu'ils sont invincibles, qu'ils sont inarrêtables, qu'ils sont partout, qu'ils ne cessent de croître, que tout le monde tombe dans le panneau. Ce n'est pas vraiment vrai. Ils travaillent très 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 dur pour censurer des vidéos comme celle-ci, pour faire taire ce genre de choses, afin que les gens ne comprennent pas. Attendez une seconde, l'éducation, le fait d'en parler réellement, de vraiment exposer les problèmes, ça a un véritable impact. Vous n'avez aucune idée de qui regarde. Vous ne savez pas ce qui se passe.
Le fait que des gens investissent en Afrique pour nourrir les femmes, les scolariser et leur offrir des options en matière de fertilité. Cela pourrait en fait améliorer aussi nos chances. Il y a tellement d'éléments différents, tellement de choses différentes que vous pouvez faire. Parce que je sais que c'est une question qu'on nous pose tout le temps, n'est-ce pas? La résistance. D'accord, nous voyons la vérité. Et maintenant, rappelez-vous, vous pouvez trouver des moyens créatifs pour rendre le monde meilleur. Améliorer le monde, c'est aussi empêcher la propagation des mauvaises idées. Mais la façon d'arrêter ces idées, c'est soit d'attaquer les idées elles-mêmes, soit d'aider les personnes qui y croient à devenir plus intelligentes pour qu'elles n'y succombent pas. Ce sont deux options, mes amis. Allez-y et choisissez ce qui vous convient le mieux. Merci pour votre attention à ce sujet.